Vapeur à haute pression tournée vers le ciel. Mardi dernier, les tests ont commencé à l'unité géothermique de Loda. Selon Alexis Georges, chef de projet de l'unité de gestion du projet géothermique, ce test permettra de mesurer la capacité de production du puits. Nous avons commencé autour de 9h27 ce matin. Le gaz a été libéré à environ 9h35 et nous avons commencé à voir de la vapeur venir à la surface. Le chapeau de gaz a été libéré plus rapidement que prévu et le puits n'est ouvert qu'à 10%. Mais nous avons une grande quantité de vapeur à venir, a-t-il expliqué. Ce test se poursuivra pendant 6 jours, au cours desquels seront collectées les données nécessaires en vue de déterminer la prochaine étape du projet. Le test permettra également d'acquérir des connaissances sur la taille, le type et la conception de la centrale géothermique et des installations environnantes. Alexis Georges a noté que les critiques du projet devraient remarquer qu'aucun incident n'a été signalé depuis que le forage a commencé en 2011. C'est le 4e essai depuis que nous faisons et à ce jour, ils ont tous été couronnés de succès, de sorte que toutes les inquiétudes que certains avaient exprimées n'ont pas lieu d'être. Tout va très bien, a-t-il ajouté. S'appuyant sur la stratégie Dominica Low Carbon, la Banque mondiale, en collaboration avec le gouvernement de la Dominique, à travers le ministère de l'Environnement, des Ressources naturelles, de l'Aménagement du territoire et de la pêche, se sont réunis pour mettre en œuvre un projet de réduction de la vulnérabilité aux catastrophes. Selon le Premier ministre, Russell Skerrit, 38 millions de dollars US seront affectés au projet qui vise à établir des politiques et des stratégies pour améliorer la capacité de prévention des catastrophes et l'adaptation au changement climatique. Nous sommes très reconnaissants pour le volet subvention de la CIAF pour un montant de 12 millions de dollars US. Nous sommes également heureux du prêt du Fonds climatique d'investissement stratégique de 9 millions de dollars US et du prêt de l'IDA de 17 millions de dollars US au taux d'intérêt de 0,5%. En tout, un total de 38 millions de dollars US fournis au titre de ce programme. Le gouvernement de la Dominique et la République populaire de Chine ont participé à un séminaire de promotion économique du tourisme et du commerce dans le cadre d'une visite d'une délégation de Hangzhou. La délégation était sur l'île pour discuter du jumelage de la ville de Roseau et Hangzhou. S'exprimant lors du cocktail, le maire de Roseau, Irene John, a garanti le soutien complet à ce projet du conseil municipal. Le Conseil prévoit l'approbation de l'accord de jumelage entre Hangzhou et Roseau dans la mesure où nous partageons un intérêt commun dans le tourisme, la culture, l'éducation et la technologie avancée, a-t-elle déclaré. Et nous nous engageons à collaborer en tant que ville sœur. Hangzhou est la capitale de la province du Zhejiang et l'une des 7 anciennes capitales de la Chine. Selon l'ambassadeur de Chine à la Dominique, Li Jiangning, le séminaire contribue à renforcer la compréhension mutuelle et à nouer des amitiés entre les peuples de la Dominique et de Hangzhou. Les membres de ACLTU, l'association des infirmières et infirmiers, et maintenant la Welfare Association, ont tous rejeté la proposition présentée par le gouvernement. Le président de la Welfare Association, Cameron Law, a déclaré que l'Assemblée générale a dit non à toutes les propositions du gouvernement, y compris la réduction de salaire de 5% ou même le gel des salaires pour une période triennale. Comme d'autres syndicats, la Welfare Association demande à ce que des négociations commencent pour de bon, dit-elle. Selon Cameron Law, ses adhérents estiment qu'il est d'ailleurs inutile de participer aux assises prévues vendredi prochain. Comme indiqué précédemment lors de leur assemblée générale de cette semaine, les infirmières, mais aussi les policiers et les enseignants ont dit qu'ils ne peuvent pas se permettre une réduction de salaire et ont rejeté la proposition du gouvernement pour des ajustements salariaux. Des appels ont déjà été faits pour limiter les coupures de salaire au salaire des ministres et des fonctionnaires de haut niveau. Mais quand il s'est adressé à la nation mardi, le Premier ministre et ministre des Finances a présenté les chiffres afin de démontrer pourquoi une telle suggestion n'était pas pratique et reviendrait à rien de plus qu'une vaguelette dans la mer de la dette, a-t-il dit. Le Premier ministre a déclaré que la structure même de la fonction publique révèle qu'une réduction de salaire réservée aux ministres, aux secrétaires permanents et à la haute direction serait totalement inefficace. Il a souligné que cette question doit inclure le grand public et que tous les citoyens sont appelés à faire un sacrifice d'une façon ou d'une autre. Il a déclaré à la nation que la dure réalité, c'est que Sainte-Lucie est maintenant arrivée au point où les opérations de gouvernement ne peuvent plus être maintenues sur le long terme sans une certaine forme d'ajustement, soulignant au passage que de nombreux
pays de la CARICOM sont également confrontés à d'importants déficits et ont dû adopter des approches similaires. Rappelons qu'à la Dominique, Roosevelt Skerrit a proposé un gel des salaires du secteur public de 3 ans. Quant à la Grenade, où le gouvernement a eu beaucoup de peine à payer ses fonctionnaires, le gouvernement a également proposé un gel des salaires de 3 ans et a conclu un accord avec le FMI pour faire face à ces difficultés économiques. Lors de l'inauguration du nouveau local du Centre des impôts dans la commune de Carrefour, le président Michel Martelly a une nouvelle fois invité les membres de l'opposition à trouver un compromis pour l'organisation des prochaines compétitions électorales. Il a aussi invité les citoyens à payer les taxes pour que l'État soit beaucoup plus performant. Le ministre de l'Intérieur a remis 25 moteurs de bateaux de marque Yamaha à des associations de pêcheurs représentées par le maire Pierre-Ronald Etienne et le délégué départemental Norman Winer, suite aux promesses faites par le Premier ministre lors du programme gouvernement Lacayou qui s'était tenu en mars dernier dans la ville de Jérémie. Le gouvernement Kembe Paroli, le ministère de l'Intérieur qui prend engagement Kembe Paroli et nous encourager toute notre association qui a des projets, qui a des idées, des jeunes particulièrement. L'ancien Premier ministre Owen Arthur a déclaré que l'économie pourrait courir à l'échec si la Banque centrale n'agit pas rapidement en mettant en place des mesures pour protéger le dollar de la Barbade. Prenant la parole à la suite de la révision à la baisse la semaine dernière de la cote du pays par Moody's, ce qui a ajouté une pression supplémentaire sur la monnaie, Owen Arthur a précisé que la loi régissant la banque stimule clairement ce qui doit être fait si le dollar est menacé. Moody nous dit qu'il a dû déclasser la Barbade de 3 crans parce que la Banque centrale a imprimé des billets, ce qui sape et menace la stabilité du dollar de la Barbade. La question que tout le pays devrait se poser, je la pose. Est-ce que la Banque centrale, en achetant des bons du Trésor et en imprimant de la monnaie, s'est conformée à la loi qui l'oblige à présenter au ministre un rapport en attirant son attention sur la situation ? Rappelons que le Premier ministre Ronald Stewart a décrit la dégradation de Moody's comme une poubelle. En réponse, Owen Arthur a simplement exhorté le Premier ministre à demander des conseils avant de s'exprimer sur ces questions et d'éviter ainsi de mettre son bureau dans le discrédit. Nous n'avons pas besoin du rapport de Moody's pour connaître le véritable état des choses dans notre pays. Pour beaucoup d'entre nous, il est vécu au quotidien. Les membres des 11 pays partenaires des Caraïbes ont rejoint les États-Unis et les forces armées canadiennes à Antigua pour le coup d'envoi de la phase 1 de TradeWinds 2014. L'exercice, organisé à Antigua et Barbuda, est conçu pour améliorer les capacités des forces de défense maritime en matière de sécurité face aux catastrophes. Le lieutenant-commandant Oden Nicolas, commandant des gardes-côtes de la force de défense de Barbuda-Antigua, a déclaré « L'objectif de TradeWinds est d'assurer l'interopérabilité entre les forces des Caraïbes, la promotion de la coopération et la coordination dans les différents scénarios de sécurité liés aux catastrophes. » L'armée américaine joue un rôle de sécurité maritime important dans la région et a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires dans la mise en place de l'exercice TradeWinds. Les États-Unis, en ce qui nous concerne, sont le partenaire essentiel dans le bassin des Caraïbes et ils ont fourni un soutien énorme en matière de sécurité dans la région, a ajouté Oden Nicolas. Pour la phase 1 de TradeWinds, la phase maritime, l'accent sera mis principalement sur la sécurité et la lutte contre la criminalité transnationale organisée en haute mer, ainsi que la formation pour améliorer la capacité des partenaires des Caraïbes à répondre aux catastrophes naturelles et fournir une aide humanitaire. Les habitants sont invités à relever le challenge de replanter des arbres dans le pays. C'est ce que nous a expliqué Joanne Ryan lors de l'événement organisé pour la Journée de l'environnement. Selon elle, tout le monde devrait relever ce challenge. Dans une petite île comme Saint-Vincent, il nous faut absolument assurer la maintenance de la forêt. C'est pourquoi nous faisons régulièrement appel aux écoles pour des opérations comme celle d'aujourd'hui où les élèves sont invités à replanter un arbre. Malgré l'absence de consensus de la communauté des affaires, le gouvernement examinera les propositions pour une augmentation indispensable, selon lui, du salaire minimum national à la fin de l'année, a déclaré le ministre du Travail, Shane Gibson. Le salaire minimum pour les employés du secteur public est de 210 $ par semaine, alors que le salaire minimum pour les employés du secteur privé est de 150 $ par semaine. Le ministre a invité les partenaires sociaux à soumettre leurs recommandations pour une augmentation de salaire. J'espère, dit-il, que l'augmentation nécessaire du salaire minimum contribuera à la poursuite du développement économique des travailleurs des Bahamas. Il a néanmoins refusé de dire ce qu'il pense être une augmentation équitable, mais il a noté que certains employeurs ont tenté de bloquer le processus pour diverses raisons. Vous ne pouvez jamais avoir des employeurs qui s'entendent sur le moment approprié pour une augmentation de salaire, dit-il. Donc, nous avons juste à nous réunir et convenir d'une date et de l'augmentation.
Les membres de la garde nationale de Saint-Thomas et Sainte-Croix et l'armée de réserve de l'Indiana se sont réunis pour une simulation de catastrophe de 5 jours afin de tester leur coordination en cas d'un tremblement de terre ou d'un tsunami. Des tentes ont été installées pour 600 soldats avec une base de commandement. Le colonel Richards nous explique que l'exercice a pour objectif d'évaluer la réponse militaire locale à un tremblement de terre hypothétique ou à un tsunami affectant Sainte-Croix, bloquant l'aéroport et le port de Christiansted, aussi bien que les douches, les sanitaires et les centres de soins médicaux. Il teste notre capacité à répondre et communiquer d'une façon opportune, a-t-il précisé. Quelques 23 Cubains détenus ont dit adios aux îles Caïmans jeudi dernier en montant à bord d'un avion qui les a ramenés au pays. Les Cubains ont été transportés par autobus à l'aéroport international où ils ont été méthodiquement fouillés et embarqués avant de monter à bord d'un jet de la Cayman Airways. L'accord de Caïmans avec Cuba précise que les migrants sont censés être rapatriés dans les 3 semaines. Beaucoup d'entre eux ont attendu beaucoup plus longtemps, certains même depuis 3 mois. En septembre, le sous-gouverneur rencontrera des responsables à La Havane pour discuter des termes du protocole d'entente entre les 2 pays. Actuellement, il est considéré comme une infraction d'aider les migrants et une fois qu'ils touchent terre, ils doivent être détenus afin de déterminer s'ils peuvent légalement rester ou alors être rapatriés dans leur pays. Lors d'une visite de l'île de Little Goat, Fritz Pinnock, directeur de l'Institut maritime de la Caraïbe, le CMI, a continué d'asséner ce qui est devenu son leitmotiv sur les avantages de la mise en place d'une plaque tournante sur le site en critiquant d'ailleurs les attaques des écologistes. Il a souligné que cette île avait désespérément besoin de développement et il a ainsi démontré aux journalistes qu'il avait emmenés qu'il y avait peu de preuves d'une faune sur le site. Le CMI avait d'ailleurs été contraint d'utiliser les services d'environ 10 canaux pour transporter des personnes de Viewport Bay dans une de ses anciennes base aérienne. Franz Pinnock a déclaré « Nous entrons dans une nouvelle ère qui exige que la Jamaïque développe un hub en accord avec les tendances du secteur de la logistique maritime mondiale. » Le chef de l'opposition, Keith Rowley, a rencontré hier une équipe d'agents affectés à enquêter sur l'affichage de pancartes portant des propos racistes au cours d'une marche publique à Port-of-Spain le 23 mai dernier. La réunion a lieu au bureau du chef de l'opposition et a duré un peu plus d'1 heure. S'adressant aux médias, Keith Rowley a commenté sa rencontre avec les officiers. « Je tenais à cette séance avec eux parce que je voulais savoir ce qu'ils me voulaient exactement. Ce qui doit être déterminé maintenant est de savoir si les personnes et les pancartes existaient et si cela représentait une violation de la loi, a-t-il déclaré. Ces affiches ont été exhibées le 23 mai et dans des circonstances normales d'un maintien de l'ordre efficace, dit-il, les personnes qui brandissaient ces pancartes auraient pu être interpellées par la police le jour même. C'est bien sûr mon point de vue. Ça n'a pas été fait et des photos ont été publiées plus tard. Et si la police ne réagit qu'aujourd'hui, alors mieux vaut tard que jamais. Mais quel est mon rôle dans tout ça? Je n'ai aucun rôle. Le fondateur du Parti libéral indépendant, l'ILP, et député de Chaguanas West, Jack Warner, ne briguera pas la réélection en tant que leader de son parti. Jack Warner propose que l'un de ses dirigeants politiques, ancien vice-président du Sénat, Lindy Raoudit, soit élu première femme chef de parti. L'ILP élira un nouveau président à sa tête lors des élections générales de l'an prochain. Selon Jack Warner, après réflexion, il était temps que le parti opère quelques changements pour améliorer ses chances aux élections de 2015. L'ILP a été formé, rappelons-le, l'an dernier, après que Warner a démissionné du gouvernement. Il avait remporté également le siège de député de Chaguanas sous la bannière ILP. Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État aux États-Unis et candidate potentielle aux élections présidentielles de 2016, a encouragé Barack Obama à lever l'embargo économique imposé à Cuba. Ces révélations ont été faites dans son livre qui sera publié la semaine prochaine et les médias nord-américains y ont eu accès. Dans ses mémoires, Clinton affirme qu'elle a recommandé au chef d'État d'en finir avec cet embargo qui, selon elle, n'est pas convenable de la part des États-Unis et qui n'a pas amené les changements espérés dans l'île. Des réformes qui devaient se traduire, selon ce qu'elle a affirmé, par la perte de pouvoir des leaders du pays caribéen. Elle précise également que l'opposition de quelques membres du Congrès à la normalisation des relations entre les 2 pays avait fait autant de mal à la population cubaine qu'à la population nord-américaine. Le journaliste Edmundo Garcia ajoute que la Havane est disposée à dialoguer avec Washington et à s'ouvrir, mais jamais elle ne renoncera à sa souveraineté. Dans le cadre de la 3e journée du Cinco Días para los Cinco Cubanos, une manifestation pacifique a eu lieu à Washington. Les participants exigent de Barack Obama la libération des 3 prisonniers et un changement de la politique hostile envers l'île de la part des États-Unis. Free the Cuban Five now!
Obama, donne-moi 5. Avec ce slogan et la liberté pour los Cincos, les participants ont marché face à la Maison-Blanche. Rappelons que les Cubains, René González et Fernando González, ont purgé leur peine, puis ont pu rentrer dans leur pays alors que Gerardo Hernández, Ramón Labanino et Antonio Guerrero sont encore en prison. L'écrivain et journaliste Ignacio Ramón pense que ce cas est un exemple qui démontre bien que les États-Unis ont gardé la même attitude que pendant la guerre froide envers Cuba. Il croit aussi que les journées de solidarité avec la Havane servent à rendre la population des États-Unis consciente de l'injustice de cette politique. Très tôt ce matin, des dizaines d'employés des stands de loterie ont manifesté devant le ministère des Finances. Ils affirment que le changement des horaires de tirage au sort a provoqué des pertes économiques. Nous voulons la loterie comme elle était avant, 13h45 et 20h45, pas à 15h et 21h45. Non, nous ne la voulons pas comme ça. Beaucoup de problèmes, tous les stands de loterie en ont. Comment va-t-on payer? En volant? En trouvant l'argent sur le sol? Il y a de l'argent sur le sol? Avant le changement du ministère des Finances, les tirages au sort s'effectuaient à 13h45 et 20h45. Maintenant, ils se font à 15h et 21h45. Les manifestants ont signalé que cela provoquait des bouleversements dans leur vie familiale, particulièrement pour les femmes, qui représentent 95% des employés de ce secteur. Nous avons compris qu'en ce moment, la construction d'un mur n'est pas nécessaire pour résoudre ce problème parce que si un mur est construit, les gens vont continuer à forcer le passage pour franchir la frontière si les politiques claires ne sont pas établies. Des politiques qui puissent servir de mur et spécifiquement de mur économique. Il n'y a aucun mur. Ce qui est nécessaire, ce sont des régulations et le respect des normes migratoires dans le pays.